Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine à chacun de vous. Nous accueillons sur le plateau de cette rubrique aujourd'hui le politologue Gracien-Jean. Avec notre invité ce matin, on va très certainement essayer de comprendre l'actualité. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de l'intérêt. Professeur, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci Wendell et salut à tous et à toutes. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de la situation du pays. D'abord, voyons la commission, le rapport attendu. Êtes-vous optimiste quant à un dégel de la situation, Monsieur Jean? Je ne dis pas qu'il va y avoir un dégel. Quand même, c'est un palliatif. Parce que ce qui arrive, nous sommes dans une phase d'une grave crise de société. Et ce qui arrive dans le pays, ce sont les manifestations concrètes de cette crise, les différents conflits. Et moi, je l'avais dit tantôt, que automatiquement qu'il y a une chute d'un régime dictatorial, ça laisse un vide. Et un vide, et ce vide soit accélère, développe ou bien renforce ce que j'appelle une crise de société. Cette crise de société, on va avoir des sous-crises, des crises économiques, des crises sociales, des crises politiques qui sont les plus manifestes par rapport aux forces politiques. Donc, depuis, ça va faire exactement près de 28 ans depuis que nous nous cherchons, malgré les efforts qui ont été faits, pour faire cette rupture socio-historique avec une longue tradition d'un État prédateur, d'une société aussi axée sur des relations, je dirais, très égoïstes, des relations très individualistes, où toujours ce sont les intérêts individuels qui priment sur les intérêts vitaux de la nation. Et c'est ce que nous sommes en train encore de vivre aujourd'hui. Et je crois que cette commission va apporter quelques éléments. Mais aussi, n'oublions pas que nous sommes quand même dans un état, je dirais, de droit. Mais je dis de droit dans une transition démocratique. Transition démocratique, pourquoi? Parce que la démocratie, ça se construit, et je dirais dans le temps et dans l'espace. Donc, cette commission, maintenant, il faut poser la question de la légitimité de cette commission. Et quel sera le pouvoir, le poids de ces recommandations et de cette commission. Ce ne serait que des recommandations, et à ce niveau, ce sera la discrétion du président de la République et de prendre, et pas d'appliquer les recommandations. De tenir compte. De tenir compte, de prendre en considération, parce que le président ne peut pas s'arroger le droit d'entrer dans les autres pouvoirs. D'ailleurs, les constituants, à travers la Constitution de 1987, qui est l'une des plus belles constitutions dans toute l'histoire des constitutions du monde, parce que c'est un véritable charte, parce que moi, je me suis donné le temps d'étudier, d'analyser cette constitution, qui est à la fois une charte sociale, une charte politique au niveau de la structure, la typologie de l'État, et ce qui est très intéressant. Mais empreinte d'émotion. Et non, oui. non. Oui. Il y a seulement un élément d'émotion dans cette constitution qui a été seulement l'article 291. C'est un fameux document. Pour moi, c'est une note de musique. Je vais vous dire pourquoi. Un chef-d'œuvre. Je vais vous dire pourquoi. Je viens de prononcer, je crois qu'il y a un jour de cela, j'étais en rapport de paix à l'Alliance française. J'abordais la question, quel modèle économique pour Haïti? Et vous savez que cette constitution a tracé le modèle économique pour ce pays. C'est pour cela que c'est aussi une charte économique. Donc, il n'y a pas d'autre modèle qu'un modèle mixte. Un modèle mixte combinant les facteurs et du modèle économique de type capitaliste, consacrant le droit à la propriété privée, consacrant le marché, et aussi un apport dans le modèle économique capitaliste par rapport du rôle de l'État, l'État providentiel, qui est différent de l'État homonal. Parce que l'État homonal, on met dans le cuir ou encore dans le chapeau du mendiant. Mais l'État-providence, l'État crée des conditions pour que les citoyens puissent avoir accès à un revenu en intervenant dans certains secteurs. Au moment où nous parlons, la Commission s'apprête à soumettre son rapport à l'exécutif haïtien.
Donc, à vous entendre parler, M. Jean, on a l'impression que vous n'êtes pas trop optimiste. On va soumettre un rapport dont l'application restera à la discrétion du président de la République pour vous répéter. Alors, est-ce que, au final, on peut dire qu'il s'agissait d'une perte de temps? En quelque sorte, je dis que c'est une perte de temps. Pourquoi? À ce niveau, je suis très légaliste. Vous avez un président qui est un exercice qui a été élu. Vous avez un parlement aussi qui a des parlementaires qui ont été élus. Donc, le problème au départ, ça a été un problème entre les trois pouvoirs vitaux, centraux, consacrant l'état de droit démocratique à travers l'indépendance de ces pouvoirs. Il y a aussi un élément très important parce que même le président aussi, peut-être ses conseillers n'arrivent pas à comprendre l'esprit de l'article 136 qui vous dit de veiller au fonctionnement des institutions. Attention, lorsqu'on vous dit de veiller au fonctionnement des institutions, ce sont des institutions ayant une fonction régalienne de service à la population. La question de sécurité, la question de justice, la question de défense nationale, la question de santé. Le fait même que la Constitution consacre l'indépendance de trois pouvoirs, vous n'avez pas à veiller au fonctionnement du Parlement. C'est la Constitution qui le consacre. Non, c'est pas vrai. On a mal compris. On a mal compris. Mais comment on consacre mon indépendance et puis vous me surveillez? Alors que vous venez de dire justement que c'est l'une des meilleures constitutions. Justement, mais c'est là qui est très intéressant. C'est cela qui est très intéressant. Parce que les gens... Non, la Constitution ne crée pas. De la confusion? Non, la Constitution ne crée pas la confusion. Notre intelligence qui n'est pas assez rodée. Aidez-nous à comprendre. Ah, justement. L'article 136. L'article 136, parce que si vous allez voir la question de la continuité de l'État, ça se pose même en France, ce sera soit en absence du président de la République, ça a été traité dans la Constitution amendée pour reproduction matérielle qui a été signée par le président de la République. Cette affaire de dire que nous ne savons pas sur quelle Constitution que nous sommes, attention, c'est faux. Nous sommes sur la Constitution amendée parce que le président jouit de cette légitimité qu'il a publiée dans le journal officiel Le Moniteur, un numéro spécial extraordinaire qui a été publié pour reproduction matérielle. Donc, à votre avis, désormais, on peut dire carrément qu'on est sous l'égide de la Constitution amendée. Oui. OK. La preuve en est bien grande aussi. Même la formation du Conseil électoral que nous avons ici, c'est dans l'esprit de la Constitution amendée et non pas dans la Constitution de 1987. Donc, là, il faut être très clair. Pour l'appellation, on dira Constitution de 87, version amendée. Version amendée. Okay. Maintenant, sur la question, je vous ai bien dit. Donc, comment surveiller le Parlement qui a une fonction de contrôle et qui a une fonction de délibération? Le président ne peut pas rentrer dans la cuisine du Parlement. Non. Au contraire, le président, dans ce qu'on appelle l'interdépendance des pouvoirs, le président, généralement, devra s'asseoir avec le président de l'Assemblée, le président de la Cour de cassation maintenant. Et vous savez ce qui est très intéressant dans la Constitution, jusqu'à la montée du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, eh bien, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'a pas été encore consacrée. C'est ce conseil maintenant qui vient de s'asseoir, de charpenter réellement, véritablement, les trois pouvoirs et vraiment constituant l'ossature de cet esprit d'état de droit démocratique. Et là, le président ne peut pas rentrer de veiller sur la question du Parlement. Mettre en application, professeur, les recommandations de la Commission, ce serait une démarche illégale du président de la République, ou bien inconstitutionnelle du président de la République qui... Ce n'est pas une démarche inconstitutionnelle, c'est je dirais une démarche démocratique. Parce que au niveau de la démocratie, dès qu'il y a des problèmes, qu'on peut arriver non, mais vous avez dit aussi qu'il ne peut pas passer outre les prérogatives du Parlement. Attention, je vais vous dire... Alors que s'il met en application, excusez-moi professeur, s'il met en application les recommandations de la Commission, ce qui va se passer, c'est qu'il va ignorer, pour vous répéter, l'existence du Parlement. C'est pour cela que la responsabilité incombe au président de la République, parce que cette commission ne jouit d'aucune légitimité constitutionnelle, et quand il y a crise, par exemple, d'aucune légitimité populaire. Justement, nous sommes dans une phase de crise. Et là, dans le processus démocratique, le président peut toujours voir avec des consultants, chercher des consultations pour pouvoir l'aider à mieux comprendre la Constitution et les lois pour que les solutions proposées restent justement dans la Constitution. Parce que c'est un problème. Vous avez entendu le décret, disons l'arrêté présidentiel nommant cette commission? Moi, ça a été... Bon, j'étais un petit peu
perdu hein, et de prendre un arrêté pour monter, pour annoncer... alors pourquoi je vous dis ça pour annoncer cette commission, parce que ce qui arrive dans la confusion de pouvoir, le fait que le président de la République jouit d'une légitimité constitutionnelle, d'une légitimité institutionnelle, maintenant, en prenant un arrêté formant cette commission, ça donne aussi à cette commission une légitimité aussi, parce que son mandat vient d'un pouvoir qui est légitime. Cela sous-entend, en droit constitutionnel même, qu'il faut prendre en considération, même pour acquis de droit, les recommandations faites par cette commission. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce qu'on appelle la dysgouvernance, la confusion de rôle, la confusion de pouvoir. Ce qui arrive, ça peut arriver, la lucidité de la membre des commissions, que les recommandations restent dans la loi, restent dans l'esprit de la Constitution. Mais en aucun cas, cette commission ne peut proposer au président de la République des solutions qui seront hors de la Constitution pendant qu'il y a comment dirais-je, des prérogatives, pendant que des prérogatives ou encore des provisions constitutionnelles ne sont pas encore épuisées. Oui. Je prends l'exemple maintenant du Sénat, où il va y avoir 10 sénateurs restants pour 6 ans et qui ont été élus. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Mansour, je voulais comprendre, est-ce que, pour parler du Sénat de la République, est-ce que vous êtes... est-ce que c'est à raison, à votre avis, que le Sénat affirme, à travers le document rendu public hier, que ce qui sortira de cette commission ne sera pas, disons, constitutionnel, ne sera pas légal, et par conséquent, le président n'est pas tenu de le respecter, et eux, au niveau du Sénat de la République, en tant que sénateurs, ils ne se rendront même... Ils nieront carrément, automatiquement, l'existence des recommandations. Non, mais on dit même de ne pas tenir, mais ce ne sera pas applicable. Ce ne sera pas applicable. Mais comment vous allez appliquer... Et si la commission demande, par exemple, le départ du Premier ministre? Il peut toujours demander le départ du Premier ministre. Qui est tenu de mettre en application? Le président, c'est-à-dire que le président peut ne pas accepter la démission, peut ne pas demander à M. Lamotte de partir? Bien sûr, voilà. Ça, c'est un cas. Ça, c'est le cas le plus facile à résoudre. C'est le cas le plus facile à résoudre du fait que le Premier ministre, Laurent Lamotte, n'est pas un élu, même lorsqu'il a son entrée au Parlement. Le Parlement, ce sera au Parlement maintenant de prendre cette décision, de renvoyer le Premier ministre, ou bien le président demande au Premier ministre de démissionner, ou bien le Premier ministre décide de démissionner. C'est une recommandation aussi simple. Ça pourrait tout se faire. Maintenant, l'application. Est-ce que... Oui, allez-y. Est-ce qu'à votre avis, nous sommes encore en pleine crise et toutes les annonces ou toutes les décisions prises ou annoncées par l'un ou l'autre pouvoir n'enfoncent le pays dans davantage de crises? De plus en plus, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi-même, j'aime le dire, c'est très important de le dire, je ne suis ni le conseiller du président, ni le conseiller du Premier ministre Lamotte. Je suis au service de mon pays, je suis au service de la population, je suis au service de la presse. Et lorsque je suis au service de mon pays, ça peut arriver que quelqu'un proche du pouvoir peut me voir, peut me demander des conseils. Et je vais vous le dire, peut-être ce sera publié peut-être pour l'histoire. Avec une équipe de jeunes très intéressants, d'horizons différents, nous avons pu constituer un think tank qui avait créé un outil de communication politique au profit du président de la République pour qu'il n'arrive pas là où il est. Vous pensez que dans ce pays, il n'y a pas des gens qui réfléchissent? Il y a des gens qui réfléchissent, qui sont au niveau des gens comme quelqu'un qui revient de Harvard, ou bien qui revient de l'ENA en France, ou même d'Oxford. Il y avait un outil, et moi je félicite, je ne vais pas citer leur nom, ces deux jeunes très dynamiques qui ont fait appel à moi de manière indépendante. Professeur Gracien-Jean, comment nous pouvons aider ce pays, comment nous pouvons aider le pouvoir en place de manière positive et non pas dans l'intrigue politique. Parce que moi, on tête calée quand même. Quoi? Et on me dirait tête calée, de même qu'au niveau du tête calée, on me prend pour la valasse aussi.
c'est extraordinaire dans ce pays, parce qu'il y a une tendance à cataloguer, il faut que vous soyez dans un camp. Moi, je suis d'aucun camp. Je suis du camp d'Haïti, je suis du camp de la population. Professeur. Ça peut arriver pour le moment, je n'ai pas d'intérêt politique immédiat, parce que être politologue ne veut pas dire pour autant que vous êtes habilité automatiquement à faire de la politique active. L'outil, les réflexions qui ont été faites, ont été déjà faites pour que nous n'arrivons pas là. Il y a eu un précédent, moi je le dis aujourd'hui, que cela plaît au président de la République, ou que cela plaît à ceux et celles qui sont des conseillers du président. Le président de la République et ses conseillers ont créé le précédent à Caribé. Ils ont créé le précédent à Caribé parce que lorsque vous êtes chef de l'État, vous devez assumer vos responsabilités. Lorsque j'avais dit au président, adelante, et c'est si j'étais à votre place, parce que c'était une déclaration que j'avais faite en même occasion dans plusieurs émissions, et qu'à ce niveau, eh bien, on a fait appel à moi. Le président de la République on a fait appel à moi, m'a parlé au téléphone. Il me dit, professeur Gracieux-Jean, je vous ai entendu à la radio, vous êtes en train de prendre le pays entre mes mains, et j'aime vos analyses, j'aimerais que vous soyez avec nous à Caribé Convention Center pour défendre la position. J'aimerais entendre vraiment ce que vous dites à des stations sur cette question. Et j'ai hésité. On m'a appelé en maintes fois. Je devrais avoir mon dentiste, je lui ai dit, monsieur le président, puisque vous êtes le président de la République, vous êtes mon président, je vais faire l'effort d'être là. Et j'étais à Caribé. Lorsque j'ai dit au président de la République, tenez bien, il avait installé dans le cadre de la mise en place, prévue par la Constitution, amendée, la formation du Conseil électoral permanent. Il avait installé 6 personnes, j'ai dit bien, en tant que chef d'État, en tant que quelqu'un qui sait ce que c'est diriger et gouverner. Dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on prend des gens comme un Alexandre le Grand, comme on prend un homme comme Jean-Jacques Dessalines le Grand, ou même on prend un Cromwell. Parce que lorsque vous êtes dirigeant, vous prenez vos responsabilités, vous faites des sacrifices, et parfois vous devrez être à la tête du peloton. Et même si vous prenez par exemple, si vous êtes blessé parfois à côté de votre troupe, il faut le faire, comme ça a été le cas d'un Alexandre le Grand, qui a été toujours sur le front, et non pas envoyer les gens au front. J'avais dit au président, si j'étais à votre place, j'installais les 6, et au cours de route, le Parlement emboîtera le pas pour envoyer les 3. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Moi, je le reproche à la presse haïtienne. Je ne vous reproche pas, et Wendell, le manque d'éthique de cette profession. Mais, dernièrement, le président a pris 2 décrets. Il a installé en 2 fois. Ce qu'on n'a pas voulu, que j'avais dit qu'il fasse à Caribé, installer les 6, les autres reviendront après. Ils l'ont fait. Mais aucun ne le dit parce qu'il y avait des intérêts. Des intérêts, moi, je ne veux pas rentrer dans les intérêts des gens. Je ne sais pas si vous voulez bien garder, en fait, ne rien oublier. Et on va revenir sur cette réflexion, on va revenir sur Caribé, parce que là, il y a des gens qui peut-être n'ont pas été à l'écoute ou encore n'ont pas suivi le fil de votre pensée. Et là, vous nous aiderez à revivre le pourquoi de cette adelante. Voilà. Mais ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le politologue Gracieux-Jean. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoli, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoli,
n'a joué yon à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Spaghettia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Titoni, en gros en détail. Yogi Pipo Prix, en gros en détail. Depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a joué yon à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits yon pas expiré. Marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnak, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Le professeur Gratien Jean est notre invité ce matin, avec qui on essaie de comprendre l'actualité politique. Il est politologue, je vous le rappelle. Et si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Adelante, vous l'avez dit, et vous n'aviez pas été compris, apparemment. Je n'ai pas été compris, et jusqu'à présent, je n'ai pas été compris. Et même si j'ai été compris par l'ego haïtien, aujourd'hui, je ne dis pas que l'histoire me donne raison. J'ai raison, parce que c'est ce précédent qui nous a mis là où nous sommes. Parce que si le président, normalement, avait assumé sa responsabilité de monter le conseil électoral permanent, parce que vous avez les institutions prévues. Il avait monté plusieurs conseils, voilà. conseils électoraux. Plusieurs conseils, mais pas le conseil électoral. Il n'a pas le droit de monter d'autres conseils que le conseil permanent, que le conseil électoral permanent. Puisque les trois pouvoirs prévus par la Constitution amendée la décision aurait été quand même contestée, professeur. Écoutez, mais c'est pour cela que vous êtes dirigeant. Vous savez, vous êtes dirigeant. Ça peut arriver. Ça pour ne pas faire l'unanimité? Justement, ça peut arriver. Ce n'est pas toutes les fois que vous faites l'unanimité. Et c'est pour cela qu'une population vous donne ce mandat de chef. Je ne voulais pas dire le mot chef, ce mandat de leader, de dirigeant. On vous dira dictateur. On vous dira dictateur, oui. Mais on vous dira dictateur dans la mesure où les choses se passent mal. On ne donne pas le temps d'évaluer. Parce que vous avez un pays qui a une culture de prédisposition, de préévaluation, de prédiagnostic. On ne prévoit jamais en Haïti les bonnes choses, les choses positives. On prévoit toujours la catastrophe. Et en prévoyant la catastrophe, nous nous préparons à créer cette catastrophe, comme cette crise qui est là. C'est une crise créée par les acteurs même, créée par les acteurs politiques. Et c'est une crise même qui a été... Vous parlez d'acteurs. Je parle le pouvoir législatif, et le pouvoir législatif, l'exécutif, et maintenant qui vont avoir des incidences maintenant et sur les autres forces politiques en les incluant maintenant. C'est ce qui arrive dans l'engrenage des crises. Parce que les crises ne sont pas les fruits du hasard. Et très souvent, on pense, parce qu'il y a une tendance aussi dans les crises à une certaine manipulation. Moi, j'avais maintenu une position très légaliste, une position très très formelle, puisque les trois institutions étaient là, le Parlement est là et fonctionne avec des élus, l'exécutif est là et le pouvoir judiciaire est là. Pourquoi ne pas monter ce conseil électoral permanent? Bien sûr, il y a des intérêts politiques. On avait peur que le président contrôle le conseil électoral. Mais comment contrôler un conseil électoral à trois? Le président, seulement, c'est trois qu'il peut envoyer. Maintenant, comment rentrer... Permettez que je vous dise quelque chose, professeur, mais aujourd'hui, l'actuel CEP,
est composé de représentants des trois pouvoirs, non? Ce n'est pas un conseil électoral permanent. Ce n'est pas un conseil électoral permanent. Oui, je sais. Voilà. Mais je vous dis que, écoutez, mais ça et malgré, ça revient pratiquement au même, non? Ah, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, ça revient au même. Quel problème qu'il y avait? Non, mais le CEP, l'actuel CEP est décrié aujourd'hui. Mais voilà. Il aurait été quand même décrié. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais c'est pour cela, lorsque vous êtes dirigeant. Parce que lorsque vous êtes dirigeant dans un pays d'ex-colonie comme Haïti, qui a une longue tradition de plus de 200 ans de crise politique, hein, des guerres civiles hein, et meurtrières, destructeurs, jusqu'à ce que nous arrivions en 1915. Hein. En 1991, nous sommes arrivés en 1995. En 2004, nous sommes arrivés encore à une autre intervention. Et jusqu'à nos jours, ce n'est pas nouveau. Quel effort que nous avons fait. Et lorsque maintenant quelqu'un prend le pouvoir dans le pays, il faut tenir compte de tous ces éléments pour devenir un président rassembleur. Et moi-même, je vous le dis, et je le dis, qu'on me qualifie de tête calée, de rosée, l'estime que j'ai pour le président de la République, aucune ne peut enlever l'estime que j'ai pour le président. Et qu'est-ce qui explique ça? Voilà. Cet attachement cet attachement. J'ai dit ou cette estime, ou bien l'estime que vous avez. L'estime, ce n'est pas un attachement. L'estime que vous avez perdu. C'est pas un Pardon. chèque. Pardon. Voilà. Ce n'est pas un chèque en blanc, l'estime. Parce que lui, il a eu l'audace. Il a eu l'audace, le courage. Il a eu la vision. Il a eu des objectifs pour qu'il arrive là où il est. Moi, j'aime le modèle, et j'aime le modèle américain. Les gens qui réussissent par leur audace, par leur courage. Et il y en a plein qui ont tenté, il y en a plein qui ont de l'audace aussi. Ah, mais qui ont tenté, mais pas aussi comme lui. Le cas du président Michel Martelly, c'est un cas exceptionnel dans l'histoire de la pensée positive. Nous sommes dans un autre domaine, la pensée positive, la croyance, la foi dans vos objectifs. Est-ce que mon parcours est différent de Michel Martelly? Non, ce n'est pas différent. Les lieux sont différents, mais le cursus n'est pas différent. Les difficultés de la vie, chacun a sa façon de vivre les difficultés et de surmonter les difficultés. Les choses n'ont pas été roses pour Michel Martelly, mais les choses peuvent aujourd'hui roses. Peut-être c'est pour ça qu'il a choisi rose et blanc. Oui. Entre guillemets. À lui seul de nous révéler ou encore de dire au public le pourquoi, ça réussit, pourquoi ce choix. Non, ce n'est pas ce choix, c'est pour voir la conviction. Moi, j'aime les gens qui sont... C'est pour ça que je m'attendais aussi à un chef de l'État qui aurait rétabli l'autorité de l'État. Ouais, c'est ça. Parce que justement, jusqu'après, comment dirais-je, son investiture, on s'attendait à un leader fort. Mais regardons bien. Aujourd'hui, excusez-moi professeur, aujourd'hui on dit de préférence qu'il s'est plutôt assagi et en comparant l'attitude qu'il avait avant et à celle qu'il a aujourd'hui, on pense que Michel Martelly s'est plutôt assagi. Et en dépit de tout, on estime qu'il a des velléités dictatoriales. On n'arrêtait pas de dire ça. Et on entend ces paroles surtout lors des dernières manifestations de rue organisées par l'opposition. Lorsque des gens qui ont fait quand même à un certain niveau universitaire disent des choses aussi graves, c'est très dur. Nous sommes dans la lexicologie d'une science qui est la science politique. Il faut faire la différence entre les velléités dictatoriales et les velléités autocratiques, qui est différent. On peut être autocrate, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dictateur. La preuve en est bien grande. La preuve en est bien grande. Le président Martelly, de par son secteur de réussite, c'est un manager de la musique, il a réussi. C'est un entrepreneur qui était très rigoureux. C'est pour cela qu'il, c'est pas un dictateur, c'est un autocrate. Être autocrate ne veut pas dire que vous ne faites pas de l'ouverture. La preuve en est bien grande, des différentes commissions. La preuve en est bien grande. À Caribé, je lui ai dit de maintenir le cap avec les 6 et de continuer le dialogue pour que le Parlement puisse prendre la route. Il a décidé de plier aux revendications, aux manipulations quelque part de certains secteurs qui voulaient rentrer leur gars dans la machine électorale. Il a plié. Et aujourd'hui encore, il l'a fait avec cette commission. Ce n'est pas des velléités dictatoriales, c'est un comportement, nous sommes en comportement
en science ce qu'on appelle un comportement organisationnel, dans un processus décisionnel. Le président Martelly, pour moi, et nous sommes à un niveau très, très haut niveau, peut-être bien peu de monde a essayé de comprendre moins, au niveau académique très très poussé, ce n'est pas des velléités dictatoriales, ce sont des comportements d'autocrates qui sont inhérents à la nature humaine et dans une position d'autorité, dans une position de pouvoir. Être autocrate ne veut pas dire que vous êtes dictateur. Je voudrais comprendre aussi quelque chose, peut-être nos auditeurs Attends, aussi. Rondel, j'aimerais que les gens qui ont fait quand même un certain niveau universitaire cessent de répéter ces choses-là pour nos jeunes universitaires que le président... Pour ne pas les induire en erreur. En erreur à des velléités dictatoriales. Ok, merci. Maintenant, à votre avis, comment pourrait-on expliquer aujourd'hui les critiques acerbes lancées contre Michel Martelly ou encore contre le régime de Michel Martelly? Pourquoi on a l'impression que Michel Martelly ne fait rien de bon et sauf qu'il s'organise pour s'enrichir, offre des opportunités ou des possibilités à des proches et autres. Pourquoi on explique tout ça? C'est le lot du pouvoir, de l'exercice du pouvoir politique. Ça ne date pas de Michel Martelly. Si je vais revenir même à l'Égypte antique, où les pharaons faisaient rédiger des sagesses pour leurs héritiers. Mais c'était des sagesses pour que leurs héritiers ne tombent pas dans des pratiques politiques, soit de corruption, de favoritisme, d'intrigue, de manipulation politique. Ce n'est pas nouveau. C'est comme quelque chose qui est inhérent à la nature même de l'exercice du pouvoir politique. Un homme comme Montesquieu abonde là-dessus. Un homme comme Machiavel abonde là-dessus, mais pas dans le sens d'appliquer ses recettes. Ce n'est pas le dernier exemple en tout cas. Non, c'est un très bon exemple parce que justement la lecture universitaire, on a très mal compris et très mal lu Machiavel. C'est ça. Parce que Machiavel, justement, traduit, représente ce qu'il a vécu, mais il ne vous dit pas d'appliquer. C'est malheureusement, on a pris comme recette. Même quand il a dit en politique, on ne tue pas un homme, c'est un obstacle qu'on élimine. Mais c'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a vécu, bien sûr. Dans la praxis politique, ce qu'il a vécu, on ne tuait pas un homme, on l'éliminait. Voilà la mauvaise lecture académique qu'on a fait de Machiavel. Au contraire, il faut aller à l'encontre de Machiavel si on va lire quelqu'un comme Confucius, par exemple, parce que les modèles asiatiques. C'est dommage qu'en Haïti, il y a une seule référence, que la référence est au niveau de l'Occident, que comme tout a été remonté à Rome, tout a été remonté à la Grèce. Qu'est-ce que vous faites de l'Égypte antique? Alors, on revient sur l'explication attendue. Et pourquoi on critique autant le régime de Michel Martelly? Et moi, je crois que c'est légitime de critiquer. C'est légitime de critiquer par rapport aux attentes de la population. Parce que, pourquoi critiquer? Et parce qu'il y a une situation socio-économique très dégradante. Il y a la paupérisation des classes moyennes et de plus en plus, eh bien, les couches les plus pauvres sont dans la misère. Lorsque vous êtes venu au pouvoir, c'est pour non seulement organiser l'État, maintenir l'État, mais aussi créer des conditions pour que les citoyens et les citoyennes puissent vivre avec un bien-être. Ce bien-être, parce qu'il faut voir les résultats économiques. Les gens de classe moyenne n'osent pas le dire. Nous sommes devenus pauvres. On est en train de nous appauvrir. Si l'on prend même l'un des exemples, par exemple, de cette étape, n'oublions pas que le président Michel Martelly a hérité d'un modèle d'État prédateur. Parce que l'État haïtien même, l'État haïtien, à part des efforts qui ont été faits avec Jean-Jacques Dessalines, qui voulait construire un État de type social, après la mort de Jean-Jacques Dessalines, de Pétion jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en face d'un État prédateur, d'un État extorqueur, d'un État égorgeur. Donc, qui ne crée pas des conditions de vivre ensemble. Et cet État, les gouvernements ont été toujours en face, entre guillemets, de ce qu'on appelle la société civile, ou bien les groupes influents hors du pouvoir. Donc, il a hérité de cet État. Et c'est pour cela qu'on parle de changement. Parce que si vous êtes venu changer, vous êtes venu changer les pratiques de pouvoir de cet État. Moi, je crois que les critiques sont légitimes. Et lorsqu'on est chef de l'État, ou bien on occupe une position politique de dirigeant, il faut s'attendre à des critiques
pour que vous puissiez faire des efforts. Gatien Jean, je rappelle que vous êtes politologue. Petite réaction rapide sur de nouveaux slogans qui marquent les manifestations de l'opposition aujourd'hui. On s'en prend aux différentes ambassades occidentales, et, alors qu'aujourd'hui, on invite le président russe à venir s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il faut dire que c'est un des chefs de l'État, moi, que j'admire. Oui. J'admire parce que... Vous avez de l'estime pour Michel Martelly, mais vous admirez Vladimir Poutine. J'admire en termes d'autorité, en termes de leadership. Et la place d'Obama dans votre cœur? En termes de vision... Obama Obama ne m'a jamais convaincu, moi-même je le respecte. Je ne veux pas entrer dans une affaire de noir. Continuez pour les slogans et pour Poutine. Pour Poutine, pour Poutine, pourquoi? N'oublions pas que l'effondrement du bloc de l'Est a mis fin à ce qu'on appelle le bipolarisme. Ce n'est pas seulement bipolarisme au niveau géopolitique, bipolarisme au niveau économique, même bipolarisme au niveau social aussi par rapport aux valeurs que charriait le socialisme révolutionnaire ou encore le communisme face au capitalisme. À l'effondrement de ce bloc, vous êtes entré dans un monde unipolaire, unilatéral, tout ça. Un capitalisme qui s'est développé, un capitalisme déshumanisant, un capitalisme arrogant aussi, un capitalisme délétère, un capitalisme de type libertaire. Quand même par rapport à l'époque où il y avait les blocs dits communistes ou encore socialistes, eh bien le capitalisme quand même préservait certaines valeurs sociales. Ouais, quand même. On dirait que c'est du conservatisme ou encore un certain réformisme. Mais quand même, ça se passait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un déséquilibre. Et je crois que Vladimir Poutine est en train de redessiner géopolitiquement la carte du monde. Et même redessiner, même renégocier un nouvel ordre mondial unipolaire. Ouais, un autre nouvel ordre mondial qui était, comme je dirais, unilatéral, avec une suprématie, une hégémonie excessive du marché. Oui, mais qu'est-ce que Haïti a à voir dans tout cela? Ah, voilà. C'est ce qui est très important. N'oublions pas que Haïti n'évolue pas dans une vase clos. L'appel, n'oublions pas le contexte dans lequel que Dr François Duvalier a pris le pouvoir, où il y avait cette fameuse guerre, la guerre froide. On peut interpréter le slogan des oppositions de deux manières, ce qui s'est passé, comme une sorte de chantage pour que les Américains, les Occidentaux puissent se pencher beaucoup plus vers l'opposition, parce que s'il y a une menace de Poutine, ce sera une menace d'une influence de la Russie à côté de Cuba qui est déjà là. C'est pas, je dirais, une menace virtuelle. Je prendrai la crise des missiles, c'était des missiles réels, mais le slogan, c'est comme si vous avez une crise maintenant, ce sont des missiles virtuels. Je pourrais même considérer l'appel de l'opposition comme déjà des missiles de la Russie qui sont déployés sur le terrain, mais de manière virtuelle. Mais attention. Peut-on prendre ça au sérieux? Il faut prendre ça très très au sérieux. Pourquoi? Très très au sérieux, parce que ça rentre dans un contexte géopolitique mondial où Vladimir Poutine est en train de redessiner la carte du monde, où il est en train de remettre en question ce nouvel ordre mondial caractérisé par l'arrogance d'un capitalisme déshumanisant de plus en plus, un capitalisme vraiment très exploitant, où l'on ne tient pas compte. Maintenant, dernièrement, je crois qu'il y a eu peut-être un ministre soit de la Grèce qui a proposé même de tuer les pauvres. Vous voyez à quel point et l'arrogance, la déshumanisation de ce capitalisme, je crois que le travail, les idéaux, attention, parce que vous êtes en face d'un pays à puissance idéologique, des gens qui ont conçu des idées, des gens qui ont conçu un modèle humain, un modèle social, un modèle étatique. Même s'ils n'ont pas toujours raison. Même s'ils n'ont pas toujours raison dans certains contextes. Parce que ça peut arriver dans un contexte, vous n'avez pas raison, et dans un autre contexte, vous avez raison. Sinon, on n'aurait pas la dissolution du... Voilà. Aujourd'hui, la crise économique mondiale, où de plus en plus, c'est la pauvreté, où de plus en plus les classes moyennes comme nous autres, on survit, on essaie de ne pas tomber dans le gouffre de la misère, où l'on est obligé, entre guillemets, de s'associer à des activités illicites pour pouvoir survivre comme élément de classe moyenne, eh bien, face à ce capitalisme arrogant, déshumanisant,
je crois que la place de Vladimir Poutine est extrêmement importante pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir même des pauvres. Je n'accorde pas, c'est pas pour dire que je donne un chèque en blanc à Vladimir Poutine, mais le fait d'oser de redessiner la carte du monde, de redessiner aussi la question géopolitique, économique et financière, ça peut avoir maintenant pour que ce capitalisme sauvage tombe. Maintenant, va vers ce qu'on appelle un capitalisme à visage humain. Malheureusement, on doit finir, mais je m'en voudrais de vous laisser partir, professeur, sans vous demander de nous aider à prévoir ce qui va se passer au lendemain du 12 janvier 2015. Dernier point que je vais voir avec vous. Au lendemain jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin, pendant cette semaine et à la fin de cette année. Parce qu'on ne sait jamais, les 6 sénateurs peuvent brouiller la carte. Rentrer, faire son assemblée et voter la loi électorale, l'amendement de la loi électorale, ça s'arrête là. Mais attention, pour le 12 janvier, ce qui va arriver, c'est qu'il ne va pas y avoir de la caducité du Parlement. Pourquoi? Il ne va pas y avoir de caducité du Parlement. Le fait même qu'il va y avoir 10 sénateurs restants. Et le Sénat fonctionne en permanence. Parce que vous avez un Parlement qui chevauche entre le bicaméralisme et le monocaméralisme. À chaque fois que le mandat des députés arrive à terme, vous n'avez plus le bicaméralisme, vous avez le Sénat qui fonctionne en permanence, qui vous donne le monocaméralisme. À ce niveau, il y a des prérogatives que le Parlement ne pourra pas exercer en assemblée, mais il y a des prérogatives que chaque corps peut exercer séparément. Par exemple, les 10 sénateurs restants peuvent toujours se prononcer, par exemple, sur le choix d'un sénateur. Pas le choix d'un sénateur, le choix d'un ambassadeur. Et pourquoi pas le choix d'un directeur de la police et autres. Oui, mais il y a des prérogatives. Est-ce qu'ils vont pouvoir, par exemple, voter une loi? Et non, ils pourront voter une loi parce que généralement, les lois se votent séparément, en attendant que la Chambre des députés arrive. Écoutons, parce que le Sénat ne vote pas exclusivement une loi, la Chambre des députés ne vote pas exclusivement. Il y a des lois on vote séparément, comme ça a été. À votre avis, si vous étiez conseiller du président de la République, vous lui auriez dit d'attendre le 12 janvier pour faciliter le vote de la loi électorale? Non, moi je n'aurais pas dit au président d'attendre le 12 janvier. J'aurais dit au président de résoudre cette affaire interne. C'est-à-dire? Interne entre le Parlement et l'exécutif. Parce que vous voyez, dans la tradition... Ce n'est pas une affaire interne. Non, c'est une affaire interne. Je vais vous dire pourquoi c'est une affaire interne. Ils sont tous d'un pouvoir. J'ai bien dit oui. Lorsque je dis interne, entre les pouvoirs. Entre les pouvoirs. Le pouvoir exécutif et le législatif. Que le président maintenant s'accorde à s'asseoir avec le président du Sénat. Et d'ailleurs, en matière de lobbying, comme on voit qu'il va pouvoir cohabiter avec les 10 sénateurs restants, si les 6 refusent, et voir dans quelle mesure, après le 12 janvier... Non, mais après le 12, les 6 vont partir. Qui? Les 6. Les 6 Mais si leur mandat arrive à terme, ils doivent partir. C'est clair. Et la Constitution a amendé. Ce que je voulais vous dire, c'est que s'ils doivent partir le 12, les 6, maintenant ils resteront 10. 10, bien sûr. 10. Mais les 10 vont s'arranger, comme la Constitution l'a si bien dit, pour qu'ils s'arrangent, pour qu'ils exercent leur attribution. Et à ce moment-là, vous pensez que ce qui reste du Sénat pourra voter les amendements? Bien sûr, parce que ce sont 10 sénateurs élus, légitimement comme le président de la République. Mais qui peut enlever à ces 10 sénateurs leur mandat? Et le quorum? Mais le quorum, on pourra réduire le quorum à 6 sur 10, donc vous aurez 6. Vous pensez que c'est possible? Mais c'est possible. C'est possible, parce que le président du Sénat le savait. Les autres sénateurs le savaient pertinemment que, au lendemain du départ des 10 sénateurs, il devrait réduire le quorum et à 11 pour fonctionner à 20. Si c'était si facile, pourquoi il ne l'avait pas fait? Non, ce n'est pas si facile lorsque vous avez l'ego, lorsque vous avez des intérêts politiques. Ce ne sont pas les structures qui bloquent, ce sont les individus qui bloquent. Aujourd'hui, j'entends des amis qui sont intellectuels et autres. Haïti a un problème structurel, mais la structure ne s'auto-fonctionne pas. Ce sont les individus qui font fonctionner. Pour résumer, je dois vous dire qu'au lendemain, si le président veut s'en sortir, ne pas amplifier cette crise, qu'il reste calme. Après le 12 janvier, qu'il fait l'effort de cohabiter avec les 10 sénateurs restants. S'il n'y a pas un scénario cynique, que les 10 sénateurs démissionnent
Et à ce moment, vous aurez la caducité réelle du Parlement. Et là, il pourra diriger par décret. Avec les 10 sénateurs restants, au nom de la représentativité territoriale qui représente les 10 départements, qui sont élus légitimement comme le président de la République, jouissant de l'indépendance d'un des pouvoirs de l'État tel que édicté par la Constitution, le président a intérêt de garder son calme. Il peut toujours prendre ce que la commission consultative va lui envoyer parce que, généralement, ce qui étudie le management, c'est que c'est un processus décisionnel. Maintenant, vous créez une commission, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez appliquer texto parce que cette commission ne jouit d'aucune légitimité constitutionnelle. Elle ne peut faire que des recommandations. Merci. Pour la mesure de janvier, il n'y aura pas de catastrophe. Tout dépend de l'attitude du président de la République et du président du Sénat. Merci, professeur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le politologue Gracien Jean était sur le plateau de la rubrique aujourd'hui. Merci de votre intérêt. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.